Salut l'équipe, Adams, cofondateur de The Quest. Je suis très content de vous retrouver dans ce parcours du combattant. Le principe, vous le connaissez, il est super simple. Un saladier, 10 questions que vous nous avez posées sur les réseaux avec aujourd'hui un focus sur l'acquisition, principalement en B2B. Donc je vais lire les questions et je vais essayer d'y répondre de façon à vous donner des astuces assez activables que vous pourrez répliquer très facilement derrière. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je démarre avec la première question. Question 1. Dois-je avoir plusieurs canaux d'acquisition dès le début ou plutôt focus sur un seul? Je pense que la bonne réponse se trouve dans un équilibre. Démarrer avec un seul canal d'acquisition, ça peut avoir des avantages. On peut rentrer vraiment en profondeur sur ce canal, apprendre à le maîtriser, avoir un vrai recul sur est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas et à viser derrière. Mais ça peut aussi avoir des inconvénients. Être très fort sur un seul canal, c'est aussi créer une dépendance. Il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ont été véritablement impactées par une trop forte dépendance au SEO ou une trop forte dépendance aux ads. Le jour où il y a de trop nombreux concurrents ou alors un changement d'algorithme qui se fait, ça peut véritablement vous pénaliser. Et à l'inverse, se disperser sur trop de canaux, ça peut aussi avoir des inconvénients, je pense. Enfin, ça va forcément vous faire déjà dépenser beaucoup d'énergie, ça va vous faire perdre parfois pas mal de temps et ça va aussi vous faire dépenser un petit peu d'argent. 3 ressources qui sont, je pense, assez importantes quand on démarre son aventure entrepreneuriale. Du coup, la vérité, elle est un petit peu sur une zone grise. Moi, je dirais qu'il faut être entre les deux. Ça veut dire que on va essayer de se concentrer sur 2 à 3 canaux et le temps qu'on doit passer, c'est plus à réfléchir quels sont ces canaux et pourquoi est-ce que je vais essayer de privilégier ces canaux-là. Et une fois qu'on les a définis, le véritable enjeu, ça va être de bien les tester et donc de savoir quels sont les différents canaux que je vais tester, quelles sont les différentes cibles auxquelles j'ai envie de parler et surtout pour chacune de ces cibles, quelle est la proposition de valeur que je vais leur exposer. Il y a un framework très intéressant pour effectuer cette action-là et véritablement se dire ok, comment est-ce que je vais tester mes différents canaux d'acquisition pour ensuite trouver celui qui fonctionne et vraiment me concentrer dessus parce qu'in fine, ça va être souvent ça, vous allez avoir un 80-20 avec un canal qui sera quand même un petit peu dominant et on prévoit de faire une vidéo focus sur ce framework-là parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez The Quest et l'idée c'est que vous puissiez en avoir tous les tenants et aboutissants, donc voilà, je ne vais pas le détailler aujourd'hui. Pour résumer un peu cette réponse, l'idéal c'est d'avoir 2 à 3 canaux qu'on va tester et ensuite se concentrer sur celui ou les 2 canaux principaux qui auront permis d'avoir le plus de résultats par rapport à ce que vous souhaitiez obtenir. Tu penses quoi des mèmes comme base de ta stratégie marketing? Une question un peu marrante. Alors, en ce qui concerne la base de ta stratégie marketing, je ne sais pas, mais je pense vraiment que les mèmes et plus globalement le fun peuvent vraiment venir t'aider dans ta stratégie marketing. Déjà, je pense que sur Internet, en 2024, il y a une vraie tendance autour de l'humour, du lol, du what the fuck, du politiquement incorrect. Je trouve qu'il y a même des industries qui ne s'y prêtaient pas il y a quelques années, qui aujourd'hui retrouvent les codes de l'humour dans leur publicité. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça va être, je pense, plus intéressant pour des entreprises B2C, consumer. Si je prends un exemple, vous avez Duolingo qui par exemple le fait très très bien. Duolingo, l'app d'apprentissage des langues. Ils ont un hibou vert qui leur permet un petit peu d'interagir, de communiquer dans des vidéos, dans des carousels, dans des mèmes justement. Et c'est aujourd'hui, je pense, le principal driver, pas forcément de leur acquisition, mais de leur engagement et de leur fidélité client. De Duolingo, je pense Duolingo par mois, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs actifs qui se réfèrent très régulièrement à ce hibou un peu drôle, un peu fun, qui est là pour leur rappeler qu'ils doivent réaliser leur session quotidienne ou hebdomadaire d'apprentissage des langues. Donc je pense vraiment que le mème peut aider à vraiment booster sa stratégie marketing sous certaines conditions, comme je l'ai dit, plutôt un sujet B2C et sans être forcément à la base de la stratégie, mais plutôt une tactique qui va être utilisée à bon escient pour aller chercher de nouveaux clients ou surtout les fidéliser. C'est quoi le sujet marketing auquel on ne pense pas assez selon toi? Eh bien, c'est marrant parce que j'en parlais avec mon associé pas plus tard que ce matin. C'est pas un sujet qui est à proprement parler marketing, mais c'est quelque chose qui va avec. Et ce sujet-là, c'est le tracking. Concrètement, le tracking, c'est comment est-ce qu'on va suivre les différentes données d'une campagne marketing qu'on va mettre en place. Je pense que c'est un sujet qui est véritablement essentiel parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Si aujourd'hui, on lance des campagnes et qu'on passe son temps à s'adapter, j'ai envie de dire, sans véritablement être data-driven,
au final, on prend de mauvaises décisions. Et le tracking, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un sujet qui est essentiel, mais qui n'est pas urgent. Signer des clients, c'est essentiel et c'est aussi urgent. Empêcher ses clients de churn, c'est essentiel et c'est aussi urgent. Le tracking, c'est essentiel, mais ce n'est pas vraiment urgent. On se rend compte qu'on a déconné que quelques mois après. Donc, c'est un sujet qu'on peut facilement mettre de côté. Et je pense que c'est véritablement une erreur. C'est une erreur de ne pas s'y intéresser et c'est aussi une erreur de ne pas aller suffisamment profondément dans le sujet. Alors, je suis conscient, quand on démarre, on ne peut pas forcément tout traquer de la meilleure des façons, mais c'est toujours très très important d'avoir une approche qui va être basée sur la data. Que ce soit sur de l'envoi de campagne, que ce soit sur son application mobile, il faut avoir des données. Et il faut aller, je pense, un peu plus loin que juste le taux de clic, le taux d'ouverture. Si je prends l'exemple d'une campagne B2B, c'est intéressant de savoir, OK, quel est le pourcentage de personnes qui ont répondu à mon mail versus le nombre de personnes qui ont cliqué sur mon call to action. Combien de temps est-ce qu'on a par exemple passé sur ma landing page? Au bout de 6 mois, je peux même essayer d'analyser les personnes qui sont issues de cette campagne et qui ont closé, que j'ai pu signer, combien elles m'ont rapporté. Et donc derrière, je peux savoir, est-ce que ce canal d'acquisition est plus intéressant qu'un autre? Vraiment, le tracking, c'est la base en fait pour avoir de la data qui remonte et je pense que c'est aussi la base pour prendre de bonnes décisions. Attention, j'en suis conscient, c'est parfois difficile, surtout au début, de tout traquer, de tout traquer parfaitement, mais je pense qu'il faut vite se dire, OK, comment est-ce que je vais me mettre en ordre de marche pour avoir des données qui sont fiables. Et le dernier élément qu'on ne soupçonne pas forcément, c'est que ça va vous donner de la crédibilité. Demain, quand vous allez aller parler avec des gens qui sont un peu plus capés que vous, des entrepreneurs qui ont déjà quelques succès ou même des personnes pour lever des fonds potentiellement, c'est le premier sujet sur lequel vous allez être impressionné, les chiffres. Ils sont ultra carrés. Ils vont vous poser des questions sur les chiffres. Et si vous ne les maîtrisez pas, vous allez vite vous sentir mal à l'aise et vous allez peut-être même perdre un petit peu en crédibilité. Donc voilà, pour moi, je pense que selon moi, le tracking, c'est vraiment un sujet qui est très important et dont on parle pas du tout assez. Comment allouer son budget marketing d'une année à l'autre? Ok, sur ce sujet-là, je pense surtout quand on démarre, il ne faut pas être trop frileux, ou en tout cas trop se prendre la tête vis-à-vis de son budget, pas essayer de rentrer dans des dogmes. Je pense que surtout la première année, il faut être conscient que son budget il va être un petit peu réparti sur diverses actions marketing parce qu'on ne sait pas exactement ce qui marche et donc par définition, on va être obligé de faire des tests. Et ce qui va être intéressant, c'est comment on arrive à s'adapter en fonction des résultats de ces différents tests. Une répartition de budget qui me paraît cohérente, c'est de se dire on va accorder 60-70% de son budget à des actions qui ont fonctionné. Donc ok, ça a marché. Au final, ça reste un game d'intensité. Si ça a bien marché une fois, je continue d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que ça s'arrête de fonctionner. Et donc, il faut mettre beaucoup d'impact dessus, que ce soit du budget sur des ads, que ce soit sur du budget sur, j'en sais rien moi, des outils de warm-up, des campagnes d'email. Quelque chose qui a marché, il faut y remettre du budget et en faire plus l'année suivante. Donc 60-70%, ça me paraît cohérent. Il faut garder quand même 20-30% pour des tests, des choses qu'on n'a pas forcément testées. Ça évite justement, comme on le disait un peu plus tôt, de devenir dépendant d'un seul canal. Ça permet de rester un peu ouvert, d'avoir un œil sur le marché. Il peut y avoir de nouveaux concurrents, il peut y avoir de nouvelles techniques qu'on n'a pas forcément utilisées. Il peut y avoir un canal qu'on avait testé qui marchait à certains niveaux, mais qui par exemple ne vous permettait pas d'avoir des leads qualifiés et sur lequel on a envie d'aller plus loin. Donc voilà, 20-30% de son budget à allouer à des tests, ça me paraît quand même essentiel. Et après, sur la fin, il faut peut-être garder 10-20% de son budget pour ce que moi je vais appeler les imprévus, les extras. On a une opportunité qui tombe, qui n'était pas prévue au budget. Ça peut être par exemple du co-marketing. On a un influenceur qui vient nous voir, il a envie de nous mettre en avant sur l'un de ses canaux. Mais voilà, ce n'est pas une opération qui est gratuite. On pense qu'on peut avoir un très fort ROI dessus. Il ne faut jamais se retrouver bloqué et se dire « Ah non, ce n'était pas au budget, donc je ne peux pas le faire ». Je pense que surtout les premières années, il faut être assez flexible et se dire « Je me garde de quoi parer aux imprévus » et d'un point de vue marketing, répondre aux sollicitations que je n'avais pas forcément anticipées l'année d'avant. Donc voilà, si je dois faire un petit résumé, 60-70% pour ce qui a marché, 20-30% pour de nouveaux tests et 10-20% pour les imprévus, les extras. Cinquième question, j'ai un e-commerce et j'ai envie d'être bien placé sur des mots-clés liés à mon business. C'est quoi la stratégie SEO à appliquer? Donc, si on parle de stratégie SEO, en tout cas, ça va dépendre de la taille de ton e-commerce. Si tu as un petit site que tu démarres, donc j'imagine que voilà, tu ne fais pas encore vraiment de trafic, il faut, je pense, se concentrer sur le contenu. D'abord, une analyse sémantique pour véritablement savoir quels sont les mots-clés intéressants sur le marché, quels sont les mots-clés transactionnels, donc les mots-clés sur lesquels je vais être en capacité de générer de l'argent, générer des ventes. Une fois qu'on a une bonne vision là-dessus,
On va regarder comment fonctionnent les concurrents qui sont sur ces mots-clés-là. Est-ce qu'ils ont des pages produits, des fiches produits? Est-ce qu'ils ont des pages éditoriales? Les pages éditoriales, c'est des sortes de pages catégories comme vous pouvez les avoir sur le site de Decathlon avec beaucoup d'articles en haut et après pas mal de textes. Est-ce qu'on est justement sur de vraies pages catégories? Est-ce qu'on est sur des articles de blog? Donc il faut faire une sorte de benchmark pour essayer d'identifier ce qui va être intéressant à répliquer, à un petit peu copier et à améliorer. Une fois que vous avez une bonne visibilité là-dessus, vous allez devoir créer ce contenu. Donc les pages qui vont être les pages principales, vos money pages, celles sur lesquelles vous allez générer de la transformation. Et derrière, il faut compléter ça avec beaucoup d'articles de blog. Vous n'allez pas avoir le choix généralement sur du e-commerce. Vous allez devoir créer ce qu'on appelle des portes d'entrée vers votre site et donc créer des articles de blog qui vont répondre à des questions un petit peu top of funnel pour attirer des clients potentiels vers vos produits. Ce qui est intéressant quand on crée ces articles de blog là, c'est de faire des articles de blog qui vont se positionner en amont de l'acte d'achat. Typiquement, c'est plus intéressant de créer un article de blog avec quoi porter un jean bleu que comment repasser une jupe longue. Généralement, si on se demande comment repasser un article, c'est qu'on l'a déjà acheté. Donc, essayez toujours de vous dire, OK, comment je réponds à des questions qui vont se positionner en amont de l'acte d'achat. Donc, si c'est un petit e-commerce, on se concentre sur le contenu. Et une fois qu'on a fait tout ça, voilà, on met le bon maillage interne pour relier les articles de blog aux pages qui nous intéressent. Si on a un e-commerce qui est déjà un petit peu plus gros, un peu plus costaud, il faut absolument commencer par une repasse technique. Les e-commerce qui sont lents, qui ne chargent pas rapidement, qui ont des problèmes de liens cassés, dès qu'on dépasse les 150-200 pages, vous y avez tous droit. Que vous soyez sur Shopify, peu importe le CMS utilisé, il faut vraiment y remédier très rapidement. Donc d'abord une repasse technique, rien que faire ça, ça va permettre de libérer un petit peu le site et de débloquer parfois certaines positions. Et derrière, petite analyse pour voir pourquoi est-ce que malgré la taille de votre site qui est assez avancée, vous avez des concurrents qui font mieux que vous. Souvent, c'est une question de réputation. Et donc là, vous allez peut-être devoir mettre en place quelques backlinks vers les pages importantes de votre site pour essayer de briser un peu ce plafond de verre. Et si malgré ça, vous n'avez pas de résultat, souvent il faut repartir sur une analyse sémantique parce que ça veut dire que vous n'avez pas forcément visé les bons mots-clés. Et donc même si vous faites du trafic, ce n'est pas du trafic transactionnel ou commercial, c'est du trafic qui ne vous sert pas à grand-chose. Donc voilà, comment est-ce que moi j'essaierai d'aller chercher du trafic business pour mon e-commerce en fonction de sa taille, qu'il soit petit ou qu'il soit un peu plus costaud. Comment valider son product market fit avec 0 €? Alors c'est un sujet qu'on essaie quasiment de streamliner quand on est sur des sujets B2B chez The Quest. L'approche qu'on va avoir au départ, c'est de se dire qu'on va pas être pressé, on va pas se mettre la pression et on va prendre dans un premier temps suffisamment de temps pour affiner notre propre vision. On doit être vraiment à l'aise avec le problème qu'on veut résoudre et donc derrière se dire ok, voici ce que j'envisage de créer parce que je pense que c'est ce que les gens veulent et que ça va résoudre leurs problèmes. Une fois qu'on a une vision qui est suffisamment, j'ai envie de dire, mature, suffisamment prête, on va prendre un petit temps pour aller sonder le marché et affiner notre vision. Et quand je dis le marché, ce n'est pas uniquement des clients potentiels. On va aller parler donc avec des clients potentiels, mais aussi avec des experts, avec des concurrents ou avec des personnes qui connaissent bien la thématique ou qui même ont déjà essayé de résoudre ce problème. Derrière ça, l'idée, ça va être de donner vie à notre vision sur une landing page ou avec un MVP où on va vraiment mettre en avant notre proposition de valeur. Et derrière, on va essayer d'aller chercher de premiers utilisateurs très rapidement. Enfin, j'ai dit utilisateurs, mais je devrais dire de premiers clients parce que ce qui va donner naissance à votre startup, c'est quand même l'acte de vente. Et pour ça, vous avez plein de façons de faire. Nous, ce qu'on aime faire, c'est qu'on va essayer d'aller parler le plus directement possible à des acteurs de l'industrie. Vous pouvez avoir LinkedIn, vous pouvez avoir Discord, vous pouvez avoir Reddit. Et l'idée, c'est d'avoir le bon angle pour venir, presque comme une interview, échanger avec ces personnes-là sur ce qu'elles pensent de cette thématique. Et au fil de la discussion, amener le fait que nous, on travaille sur un projet précis qui peut répondre à une problématique déjà dure, réelle, qu'ils rencontrent. Ça va permettre de se rassurer sur le fait que voilà, notre idée, c'est pas de la vitamine C, c'est un vrai Doliprane, c'est un problème dur, urgent, dont les gens ont besoin. Et deuxièmement, ça va permettre d'onboarder des personnes plus facilement. Souvent, on va avoir à passer par une phase où on a des clients un peu en gratuit. Et donc là, l'idée, c'est d'obtenir un maximum de feedback pour améliorer son produit tout en le rendant indispensable auprès d'une cible qui sera peut-être la nôtre demain. Et l'objectif, c'est de le faire soit avec des leaders d'opinion, des personnes qui pourront peut-être demain, si ça fonctionne, vous mettre en avant, vous faire gagner un petit peu en social proof, ou avec les personnes que vous identifiez comme étant vraiment le portrait robot de votre client demain. Dans les deux cas, vous allez obtenir des feedbacks qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement sur une version vraiment solide que derrière,
vous allez pouvoir pousser au plus grand nombre. Une fois que vous êtes dans cette phase-là, concrètement, l'objectif, c'est de développer le produit le plus utile et le plus sexy possible pour ces cibles-là. Les personnes que vous allez onboarder, l'objectif, c'est véritablement que ça devienne des clients. On n'a pas d'intérêt à les faire tester ça gratuitement. Avoir du feedback, c'est bien. Avoir des clients, c'est encore mieux. Et donc, une fois que vous avez mis ça en place, vous arrivez généralement à vous dire « Ah ok, il y a des patterns, que ce soit en termes d'usage, en termes de problématiques ou en termes de typologie d'entreprise. Il y a un pattern, il y a des ressemblances parmi les personnes qui ont bien utilisé le produit et qui acceptent déjà de payer. » Et donc derrière, l'idée, c'est de mettre un peu les gaz en se disant bah, « Tiens, c'est exactement cette cible-là que je vais aller tester. » Et derrière, il y a une multitude de canaux que vous pouvez utiliser, du mail, du call, du LinkedIn, peut-être de la publicité pour valider certaines choses. Mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaie de le faire. Donc si je dois un peu résumer la réponse, 1, on développe notre propre vision. 2, on échange avec des acteurs du marché, experts, concurrents, clients potentiels pour l'affiner. 3, on lui donne vie et on retourne voir des acteurs qui peuvent être des clients potentiels qu'on peut onboarder de la bonne façon, soit avec une offre freemium, soit sur un modèle d'utilisation gratuite contre du feedback ou de la social proof. Et une fois qu'on a trouvé un pattern, là seulement, on peut essayer d'aller accélérer sur un nombre de clients un petit peu plus conséquent. Et le dernier élément qui me paraît quand même important, c'est de se rappeler, il n'y a pas à être pressé sur ces notions-là. Quand on le sent vraiment quand on a son product market fit. Il ne faut pas se donner une deadline précise et se dire à ce moment-là, je dois absolument avoir validé mon PMF. C'est quoi le canal d'acquisition le plus efficace selon toi? Je pense que le canal d'acquisition le plus efficace n'en est pas vraiment un, mais ça reste de satisfaire ses clients. Demain, un client satisfait, c'est le meilleur ambassadeur de ton produit, de ta marque, de ton application mobile. Quel que soit ton produit ou ton service, avoir des clients satisfaits, c'est le meilleur moyen d'en obtenir d'autres. Donc voilà, ça, je pense que c'est la chose importante à retenir. Et maintenant, le meilleur canal d'acquisition va dépendre de ton timing, de tes objectifs, de ton service et des clients que tu veux aller chercher. Moi, j'aime bien les découper en 4 grandes familles. Donc d'abord, vous allez avoir les ads, donc la publicité. Comment je vais venir m'exposer à une cible potentielle. Et donc là, vous avez Meta Ads, TikTok Ads, YouTube Ads et toutes les régies publicitaires que vous connaissez. Vous allez avoir l'outbound, donc comment je vais entrer en contact direct avec des clients potentiels. Et donc là, vous avez le cold mail, le cold messaging, le cold call. Vous avez aussi le fait d'entrer en contact avec ces gens-là sur des canaux un peu plus privés, Discord, WhatsApp, Telegram, par exemple. Vous avez le contenu, donc comment je vais éduquer, former ma cible pour progressivement devenir un peu le top of mind. Et donc dedans, vous avez la vidéo, les podcasts, vous avez les UGC, vous pouvez même mettre un peu le SEO ou en tout cas les articles de blog, le contenu que vous allez créer sur LinkedIn et vous avez aussi ce qu'on appelle le referral. Donc le referral, c'est qui va parler de vous. Et donc dedans, on va avoir le co-marketing, vous allez avoir les événements, le sponsoring, donc tout ce qui va faire en fait que vous allez venir plutôt surfer sur la visibilité de quelqu'un pour être vu comme une référence. Et donc parmi ces 4 familles, le meilleur canal d'acquisition pour vous, je pense que c'est celui qui répond le mieux à vos objectifs. En tout cas, au démarrage, vous devez chercher le meilleur ratio entre un feedback terrain rapide, parce que c'est le terrain, c'est vos clients potentiels et qu'il n'y a que ça de vrai, et une maîtrise de vos coûts. Parce que vous n'avez pas forcément les poches pleines et que vous ne pouvez pas non plus faire absolument tout ce que vous voulez. Et donc, si vous placez ces éléments-là sur une sorte de diagramme, vous allez vite voir où se situe chacune des familles. Notre vision, c'est concrètement démarrer avec l'outbound. C'est le meilleur des deux mondes parce que vous allez avoir un retour très rapide de votre marché entre des gens qui ne seront pas intéressés, des gens qui seront intéressés. Vous le faites aujourd'hui, vous pouvez avoir des rendez-vous dès demain ou dans 2 jours. Donc là, il n'y a pas de canal qui va vous permettre d'avoir un retour plus rapide que ça. Et en même temps, maîtrisez vos coûts. Donc ça, pour démarrer, c'est intéressant. Et une fois qu'on a trouvé suffisamment de clients, là, derrière, on pourra réfléchir à utiliser d'autres canaux, la publicité, le contenu qui va démarrer assez rapidement et qui va vous permettre de durer dans le temps, le referral, une fois que vous aurez un peu de social proof, ou en tout cas que vous aurez identifié les personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avoir plus de visibilité. Ça se fera dans le temps. Mais en tout cas, au démarrage, ma vision, c'est vraiment que vous devez avoir une grosse partie sur de l'outbound et un petit peu avec le reste des canaux, mais que ça doit vite s'inverser. Enfin, ça va progressivement s'inverser parce que l'outbound, vous le verrez, ça demande quand même beaucoup d'énergie. En tout cas, au démarrage,
pour avoir le feedback marché le plus rapide possible. Je pense que c'est l'un des bons cadeaux. Et aussi, ça rend humble. Ça rend humble. Faites une campagne de cold call, essayez d'appeler 10-15 cibles potentielles. Ça va vite vous rendre humble en vous disant « Ok, bon, mon produit, il a beau être magnifique. C'est difficile d'avoir des clients au téléphone et en plus de décrocher des rendez-vous. » Question numéro 8. C'est quoi le meilleur moment pour lancer des ads ? Donc lancer de la publicité payante. On peut être de plusieurs écoles sur ce sujet-là. Mon avis, c'est que la publicité, ça doit vraiment être le mégaphone qui va venir amplifier tout ce que vous avez déjà réussi à valider avant. Les ads, ça va vous permettre d'avoir des résultats encore plus rapides que ce que vous avez pu faire. Ça va vous permettre de parler à plus de monde parce que vous aurez avant ça eu une plus grande portée. Donc c'est vraiment un amplificateur. Mais si vous n'avez pas bien travaillé avant, ça va aussi venir amplifier les mauvaises choses. Vous allez juste dépenser de l'argent sans avoir de ROI et vous allez juste être déçu et parfois même avoir les poches un petit peu vides. Donc dans l'idéal, il faut essayer de valider un petit peu son marché en organique avec des campagnes, voilà, aller parler directement avec vos clients, on l'a un peu dit, faire du call, envoyer des messages. Et d'ailleurs, oui, on parle de B2B, mais si demain vous avez une application mobile, hein, c'est pareil. Essayez de valider les formats qui fonctionnent pour vous en organique avant d'accélérer avec de la publicité. Et une fois que vous avez validé ces formats-là, là, vous pouvez vous dire « Ok, j'ai compris ce qui fonctionnait, je vais appuyer sur ce bouton pour que tout s'accélère. » Et vous ne pouvez pas juste le faire parce que ça a fonctionné, il faut aussi derrière avoir toute la stack qui va fonctionner. Il faut avoir un funnel d'acquisition qui est carré. Il faut avoir potentiellement, que ce soit vous ou vos sales, mais quelqu'un qui est capable d'encaisser la charge. Il faut avoir un tracking qui est bien rodé. Il faut être en capacité d'A/B tester vos landing pages, vos funnels, ou parfois même vos créas, selon le type de produit ou de service que vous avez. Donc, j'insiste sur le fait que parfois, on peut être tenté de démarrer et de valider certaines choses avec la publicité payante, mais il y a toujours, je pense, des loups. Ma vision, c'est vraiment essayer de valider les choses en organique. Et quand vous avez l'impression, en tout cas, pas l'impression, mais quand ça fonctionne, là, vous appuyez sur le bouton de la publicité payante pour venir amplifier ce message qui fonctionne. Il n'y a pas de risque vraiment létal à le faire trop tôt, mais je pense que vous pouvez perdre 5, 6, 8 mois sur une fausse compréhension de votre marché parce que vous vous êtes dit « Ah ok, j'ai lancé un petit peu de publicité et j'ai eu plein de calls ». Parfois, vous avez des cycles de vente qui sont longs et c'est au bout de 5-6 mois, on se rend compte que les leads que vous avez eus issus de telle ou telle publicité n'ont pas converti et au final, ne vous rapportent pas tant que ça. Donc vraiment, prenez le temps avant de le faire, validez quelques éléments en organique et une fois que c'est bon, vous pourrez balancer la sauce en ads. Avant-dernière question. Alors, comment aller chercher mes 10 premiers clients ? Bon, tout à l'heure, on a parlé un petit peu de comment aller chercher son product market fit. Donc, pour pas trop se répéter, si on essaie de le faire plus en mode tactique, aller chercher ses 10 premiers clients, déjà, véritablement avoir un portrait robot. Quelle est la personne idéale que j'ai envie d'avoir en face de moi? Identifier le meilleur canal pour aller entrer en contact avec cette personne. Affiner en testant un petit peu autour de nous avec des personnes qui ressemblent à ce persona, sa proposition de valeur. Quel est le message que je vais pouvoir communiquer à cette personne et qui va lui faire dire « Punaise, j'ai exactement ce problème, ça tombe bien, viens, on en parle ». Donc ça, c'est comme ça que j'essaierai de le faire. Et ensuite, une fois que j'ai identifié du coup la bonne personne, le bon canal, la bonne proposition de valeur, je mets les bouchées doubles dessus en fait. Et ça passe par, quel que soit le sujet, peut-être passer beaucoup de coups de téléphone, envoyer beaucoup de mails, aller sur les bons forums, parler avec les bonnes personnes, se faire intro à un cercle qui appartient aux personnes que je vais aller, aux personnes qui m'intéressent. Pour faciliter un petit peu l'acte de vente, vous pouvez soit fonctionner sur une période de freemium ou alors l'amener en mode test gratuit sur une certaine période et derrière être très réactif sur la mise à jour de votre produit ou de votre service. Les toutes premières personnes que vous allez onboarder, ça ne va pas être, j'ai envie de dire, le sujet le plus fun pour vous. Ça ne va pas être le sujet sur lequel vous allez vous faire le plus d'argent, mais ces clients-là doivent être ultra satisfaits. Ils doivent devenir complètement fans de votre produit ou de votre service. Parce que c'est ce qui va faire que derrière, au moment où vous direz « Oh, on débranche la machine », ah non, j'en ai absolument besoin. Peu importe combien ça coûte, je veux continuer l'essai qu'on a démarré ensemble. Et une fois que vous allez avoir ça, vous identifiez un petit peu qu'est-ce qui a fait, c'est quoi la feature principale, est-ce que c'est votre façon de vendre, est-ce que c'est le produit, qu'est-ce qui a fait vraiment que ce client-là a été fidélisé. Et derrière, vous allez essayer de le répliquer avec des clients
qui ressemble à cette personne. Une personne ultra satisfaite, comment est-ce que vous pouvez vous organiser avec elle pour qu'elle parle de vous? Vous avez réussi à convaincre cette personne, vous allez trouver des clients potentiels dans son industrie, vous allez trouver des clients parmi vos proches qui lui ressemblent et les premiers, vous allez un petit peu aller les chercher avec les dents. L'objectif, c'est que derrière, vous ayez suffisamment de recul, suffisamment de, j'ai envie de dire, de bagou pour pouvoir utiliser d'autres canaux. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que je m'y prendrais pour aller chercher mes 10 premiers clients. Et après, voilà, on parle de B2B. C'est un sujet qui serait différent pour un e-commerce ou pour une app mobile. Si j'ai un e-commerce, je vais essayer de favoriser peut-être l'affiliation. Et sur une app mobile, je vais peut-être plutôt me concentrer sur les UGC, comment je fais en sorte que mes utilisateurs parlent de moi. Est-ce que je vais peut-être aller voir des micro-influenceurs qui ressemblent à ma cible pour leur fournir j'ai envie de dire, les moyens de parler un petit peu de mon app, faire en sorte de générer des téléchargements et après à l'intérieur de mon app, générer des utilisateurs payants. Voilà, les tactiques sont un peu différentes en fonction du sujet, mais pour du B2B, voici comment moi je m'y prendrais. 10e et dernière question. J'ai un sujet très technique. Est-ce que le marketing peut me servir? Alors, si je suis totalement honnête, totalement transparent, ma vision, c'est qu'effectivement, il y a des sujets très techniques sur lesquels le marketing va peut-être moins servir. Il n'y a pas de sujets sur lesquels ça va absolument servir à rien, mais il y a des sujets sur lesquels ça va moins servir. Vous avez des sujets, ça peut être par exemple sur certains sujets très techniques dans le médical ou dans la biologie, où c'est plutôt l'usage qui va être un véritable facteur d'acquisition et de rétention plus que le marketing que vous allez être capable d'en faire. Pour autant, on est en 2024 et sur la grande majorité des sujets, la tech, elle se démocratise. Et donc, demain, d'un point de vue technologique, vous pouvez très vite vous faire rattraper par vos concurrents. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de leverage, de l'acquisition, de la rétention, de la fidélité, etc. Dans ces cas-là, le marketing, ça peut vraiment être un facteur différenciant. Ça peut être ce qu'on appelle le defensibility mode, donc en fait la barrière à l'entrée que vous allez imposer à vos concurrents et qui va vous permettre de verrouiller le marché. Ça peut être par exemple une façon de communiquer. Ça peut être votre logo, votre identité de marque. Ça peut être les UGC, donc le contenu qui va être généré par vos utilisateurs. Avoir une com différenciante sur les réseaux sociaux. Tous ces sujets-là, en fait, peuvent vous démarquer de la concurrence. Pas forcément sur le cœur du sujet technologique que vous avez, mais sur un positionnement, une image de marque plus sympa, plus friendly, plus accessible, qui va faire que des gens vont avoir envie de vous parler ou surtout envie de rester vos clients. Voilà, on arrive à la fin de ce deuxième parcours du combattant. On a répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous a plu et surtout j'espère que les quelques éléments que j'ai pu vous partager pourront être appliqués dans les défis d'acquisition que vous allez sans doute rencontrer très prochainement. Je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, on prévoit un format qui va nous permettre d'aborder dans le détail un process d'acquisition pour une startup, en tout cas la façon dont nous, on procède chez The Quest, pour que vous puissiez avoir encore plus d'éléments, encore plus de clés et que vous puissiez l'appliquer à vous-même dès que vous ferez face à ce genre de défi. Voilà, je vous remercie pour l'écoute, c'était un exercice super intéressant pour moi et donc on se dit à très bientôt. Ciao!